Bonsoir, chers téléspectateurs de UDTV. Nous nous retrouvons encore une nouvelle fois dans notre émission Ma Plume, une émission littéraire, une émission donc d'échange, une émission de renforcement et surtout aussi une émission de retrouvailles, car nous allons retrouver aujourd'hui nos chers élèves qui vont être accompagnés de leur éminent professeur, Monsieur Diagne. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement aux présentations. Nous commencerons aujourd'hui par ma droite. Alors, nous avons Mademoiselle Bator-Wade, Monsieur Lo. À ma gauche, nous avons l'éminent professeur, Monsieur Diagne, et surtout aussi Monsieur Abdoulaye Ka. Alors, nous allons leur permettre d'abord de brosser quelques mots. Mademoiselle Wade. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers professeurs. Bonsoir, mes camarades. Je me nomme Bator Wade, élève en classe de terminale. Je suis là aujourd'hui sur le plateau avec mes maîtres, mes professeurs et surtout mes parents. Aujourd'hui, je serai dans l'émission Ma Plume pour poser mes questions à notre cher professeur à l'égard du baccalauréat de philosophie qui se tiendra, Inch'Allah, le 12 dans 2 jours. Merci. Monsieur Lo, alors vous nous venez donc du lycée XCM 1. Exactement. Présentez-vous. Et bonsoir aussi, chers professeurs, bonsoir, chers élèves. C'est Elachir Oumilo du lycée XCM 1 Dara. Et tout d'abord, je salue l'initiative fondée sur la ferme volonté de nous aider à affronter les anticipés de philo. Et je salue également l'infatigable Seigneur Lo, ainsi le président de semestre Savoir pour mieux servir, Cheikh Lo, ainsi que les autres membres. Merci beaucoup. Alors, les poulains de Seigneur Lo. Voilà. Pourquoi école maintenant, Monsieur Lo? On vous nomme très souvent école. Pourquoi école? Non, c'est que mon nom est long, Elachir Oumilo, on l'a abrégé ainsi, école. J'avais cru que vous aimiez trop l'école. Alors, voilà. Alors, nous avons à ma droite maintenant Monsieur Abdoulaye Ka. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, chers professeurs. Bonsoir, chers camarades. Je me nomme Abdoulaye Ka. Je suis élève en classe de terminale en série L2. Et c'est un grand plaisir que je viens participer à cette émission qui est Ma Plume. Et je salue aussi mon camarade de classe qui est Toumani Sisseka. Donc, c'est une très grande initiative de participer à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, merci Monsieur K. Voilà, alors lui, on ne le présente plus. C'est mon ami, mais c'est aussi un brillant prof de philosophie qui aime beaucoup prononcer aussi. Monsieur Diagne, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir à nos chers élèves aussi. Chose promise égale chose dit, on peut dire. Lors de mon passage récent, je vous avais promis de revenir. Et vous l'avez fait, oui. Voilà. Voilà, alors, le plateau maintenant est spécial aujourd'hui. Plateau d'interactivité entre le professeur et ses propres élèves. Vous avez la liberté aujourd'hui de poser n'importe quelle question sur la philosophie. Mais nous nous intéresserons essentiellement à 2 domaines. Le domaine 2, sur la surveillance de M. Diagne, mais surtout aussi le domaine 4, c'est ça. Alors le domaine 2 qu'on appelle la vie sociale et le domaine 4 aussi qu'on appellera certainement l'esthétique. L'esthétique, voilà, l'esthétique. Alors, sans plus tarder maintenant, nous allons d'abord essayer de vous tâter un peu pour voir où vous en êtes réellement. Alors, Mademoiselle Wade, et au lycée, comment se passent les révisions? Êtes-vous sûr que vous avez fini? Êtes-vous sûr que vous êtes prêt maintenant à affronter le baccalauréat? Monsieur Touré, oui, je dirais non aussi parce que l'année a été perturbée à cause de la pandémie du coronavirus. On a pris beaucoup de temps, on est resté beaucoup de temps à la maison. Du coup, on n'avait que 1 mois, 5 jours pour terminer la philosophie et affronter le baccalauréat. Du coup, les élèves n'ont pas terminé. Il y a des leçons qui n'ont pas été faites. Il y a des leçons aussi qui n'ont pas été claires dans la tête des élèves. Mais espérons que, après ce plateau, les élèves auront les idées claires et pourront affronter le baccalauréat. Certainement, nous osons espérer. Alors, monsieur du lycée XCM 1, nous, on vous adore. On adore notre surnom école. On adore aussi la façon dont vous parlez. Et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, parlez-nous un petit peu de révision. Vous êtes en groupe ou vous révisez? Oui, exactement, nous sommes en groupe et
on peut dire qu'on tient le coup du fait que les professeurs viennent souvent à l'école pour nous aider pour mieux affronter comment dire, des anticipés des philo. Et espérons avec cette plateau, ça sera bien éclairci. Et vous êtes avec quel professeur? Non, il y a beaucoup de professeurs, notamment il y a M. Ba et Mortal, mon ami, et Mornia aussi. Oui. Alors, Mortal, c'est ton ami? C'est un de mes anciens élèves. Il est bien aussi, nous le saluons au passage. Oui. Voilà, Monsieur K, vous êtes avec quel professeur à Erika plus Jolof? Je suis avec le professeur Moussé Chan. Monsieur Chan, alors comment ça se passe là-bas? Vous avez fini le programme, les révisions? Non, je dirais qu'on n'a pas fait pratiquement que le domaine 1. Parce qu'on vient tout juste d'attaquer le domaine 2 et on est que sur la deuxième leçon. Donc nous sommes très en retard par rapport aux autres classes et aux autres écoles. Mais on tient le coup et on s'y met. Vous n'avez pas peur que le domaine 2 ou le domaine 3 sortent au baccalauréat? Même s'ils sortent, nous allons faire de notre propre moyen pour l'affronter. C'est l'objectif, c'est le baccalauréat. Et j'espère qu'on l'aura avec n'importe laquelle moyen. Espérons, osons espérer que tout se passera bien. Maintenant, comment vous fonctionnez à l'école? En groupe de travail ou bien vous travaillez seul parfois à la maison? Oui, nous avons un petit groupe de travail, moi avec mon frère Toumani et d'autres camarades de classe. Alors, j'espère que vous ne déshéritez pas les autres disciplines aussi, parce qu'il me semble que nous sommes à l'orée de la philosophie. Est-ce que nécessairement vous n'êtes pas en train, vous tous, vous n'êtes pas en train maintenant d'en apprendre que la philosophie et d'oublier les autres disciplines? Non, même pas, parce que la philosophie à elle seule ne donne pas le baccalauréat. Ce sont toutes les autres matières qui nous permettent d'avoir le baccalauréat. Et donc, on s'y met à toutes les matières et on travaille la main dans la main pour y arriver. Bravo, c'est une bonne initiative. Maintenant, question piège, mes chers amis. Avez-vous obtenu la moyenne en premier semestre, mademoiselle Wade? Oui, j'ai obtenu la moyenne. Et en philosophie, vous êtes à combien? En philosophie, j'étais en 15 environ et la première de ma classe en passant. Ah là, bravo, c'est intéressant. Et monsieur Lo, ne nous trahissez pas, c'est déjà, mademoiselle a déjà 15. Alors on va voir comment vous... Non, ça doit être supérieur à la nôtre quand même. Moi, je me débrouille un tout petit peu en philosophie. Et vous êtes en série L2? Oui. Non, il faut plus se débrouiller. Et monsieur K, vous pesez combien en philosophie? En philosophie, je dirais au moins je suis entre la moyenne et la sous-moyenne pour être franc, quoi. D'accord, d'accord. Alors on comprend, peut-être que c'est le contexte. Bien, alors je vous ai un petit peu taquiné, nous allons donc très rapidement passer à l'essentiel. Monsieur Diagne, à vous maintenant. Nous allons commencer directement par des séries de questions. Des séries de questions qui seront en quelque sorte de petits résumés de 5 minutes pour aller plus rapidement parce que nous n'avons qu'une heure de temps. Alors avant donc de démarrer la chose, j'aimerais préciser qu'en réalité, à chaque fois que M. Diagne a fini de faire un exposé de 5 minutes sur un cours ou une leçon, alors je vous donnerai la parole directement si vous avez des questions à poser ou encore des contributions à faire. Vous me comprenez? Voilà, alors allons-y rapidement. M. Diagne, on va commencer d'abord par la fin du domaine 1, sens et non-sens. Quels sont les enjeux en philosophie dans le monde actuel? Est-ce que la philosophie est toujours utile dans un monde où nous sommes? Merci M. Touré pour cette pertinente question qui mérite notre attention. Pourquoi? Parce que lors de mon passage récent, j'ai pu parvenir à revenir d'une manière laconique sur l'ensemble des leçons ou bien des parties concernant le domaine 1, mais le temps nous avait été compté, on était obligé d'écourter un peu les choses. C'est pourquoi d'ailleurs il serait très utile de rebondir sur ce point qui est d'une importance capitale, en ce sens que c'est le point qui pourrait permettre aux élèves d'avoir une vision très simple et nette par rapport aux enjeux et à la finalité de la philosophie. Parce que si d'aucuns pensent que la philosophie n'a pas sa raison d'être dans la vie, d'autres pensent le contraire. Pourquoi certains pensent que la philosophie semblerait être anodine, inutile? C'est parce qu'elle est perçue sous un angle un peu théorique et spéculatif, abstrait. Et en retour, on constate qu'aujourd'hui, l'humanité est sous l'emprise du besoin. Et ces derniers sont appelés à être assouvis, c'est-à-dire satisfaits. Mais comment peut-on se permettre de nous attarder sur une discipline qui se veut théorique, qui n'est pas dans les dispositions d'offrir à l'humanité ce dont elle a besoin? C'est-à-dire qu'il y a des urgences.
il y a des besoins vitaux. Et que la philosophie se propose d'être une discipline entre guillemets aérienne, le philosophe se propose de se focaliser sur des questions qui dépassent l'entendement humain. Et à partir de ce moment, les gens vont devoir tourner un peu le dos à la philosophie, ainsi elle sera victime de récriminations, de critiques acerbes et sévères à son endroit. Et d'ailleurs, c'est sous cet angle précis que certains se sont proposés de dire que la philosophie ne mérite même pas son existence. Et je peux évoquer un Calliclès qui disait très tôt que l'homme qui s'adonne à la philosophie mérite le fouet. Une telle considération laisse apparaître que la philosophie a été toujours victime. Et précisons que Calliclès faisait partie des sophistes. Mais on se rappelle également de Voltaire qui nous disait que la philosophie est un vain bavardage. À côté de Voltaire, on peut se proposer de faire venir un Pascal qui nous dit en termes clairs que cette philosophie-là que vous apprenez ne vaut même pas une heure de peine. Par ailleurs, une telle considération pourrait être tout simplement une considération limitée, en ce sens que la philosophie, si elle est victime d'un manque d'utilité pratique, elle n'a jamais voulu l'être. Il est très important pour que l'élève qui s'aventure à vouloir traiter un sujet portant sur le sens et le non-sens, de dire très tôt que reprocher à la philosophie son manque d'utilité pratique, c'est se méprendre à son sujet, c'est-à-dire c'est passer à côté de son sujet. Étant fille de Tchum, c'est-à-dire le loisir, qui est une activité improductive, la philosophie ne s'est jamais intéressée par rapport à l'utilité pratique. Bien au contraire, elle s'intéresse par rapport à l'homme et tout ce qui obnubile autour de ce dernier. Et si la philosophie, son importance, sa quintessence pourrait être vue sous un angle très précis, lequel? C'est le fait qu'elle soulève des interrogations qui constituent des intrigues dans la pensée de tout un chacun, ce que nous pouvons appeler les angoisses existentielles. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces questions que tout homme se les pose, ce qu'on appelle les questions d'origine, les questions d'où venons-nous, les questions d'essence, qui sommes-nous, les questions de finalité, où allons-nous. Seule la philosophie se propose de prendre en considération ces interrogations qui ne cessent de constituer une intrigue ou bien une forme de psychose dans la pensée de tout un chacun. Et ces réponses? Et c'est parce que, de par ces réponses, on peut ne pas avoir une claire certitude par rapport aux réponses du philosophe. Et je pense avoir dit, lors de mon passage récent, comme l'avait souligné Pierre Fugère-Rolas, le philosophe doit savoir qu'il a pour fonction de poser des questions et non d'en résoudre. Pour la simple raison que les questions qu'il se pose ne détiennent pas de réponses qui sont inhérentes à la retombée du philosophe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le philosophe, quand il se questionne, c'est en vue d'enlever une forme d'intrigue, une forme d'obscurité qui sommeille dans la pensée de l'individu. Et l'importance capitale de la philosophie, c'est le fait qu'elle se questionne sur toute chose. Et Descartes a très tôt compris cela, sachant que l'homme qui vit est sous l'emprise de la doxa ou des instructions émanant de la société. Il faut qu'il pense un temps soit peu pour se débarrasser de ses incertitudes, de ses préjugés. En quoi faisant? En décidant de rompre avec la pensée commune. Et lui, connaissant l'importance capitale de la philosophie dans la vie de l'homme, c'est pourquoi il dit en termes clairs, c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosophie. Dans la même perspective que Descartes, l'élève peut se permettre de faire venir un penseur comme Platon, qui disait que de tous les présents que Dieu a pu offrir à l'humanité, la philosophie est le plus beau des présents. Et en résumé, parler de l'importance ou du non-sens de la philosophie revient tout simplement à imposer un débat qui se veut relatif. Si d'aucuns pensent que la philosophie est inutile du fait de son manque d'utilité pratique, d'autres pensent le contraire car ils comprennent l'orientation première mais également l'orientation finale de la philosophie. Oui, d'accord. Alors, une certaine dichotomie dans le mot même philosophie ou dans la discipline philosophique, certains l'acceptent et lui trouvent un sens, d'autres la rejettent et en réalité lui trouvent un non-sens. À vous maintenant, chers amis, avez-vous donc des questions à poser dans ce sens? Oui, j'aurais une question à poser à M. Diagne sur le domaine 1 de la philosophie. Les élèves ont tendance de dire que si on traite un sujet portant sur le domaine 1 de la philosophie,
on traite tout simplement l'utilité et l'inutilité de la philosophie. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut seulement se limiter à l'utilité et à l'inutilité de la philosophie si on traite un sujet portant sur le domaine 1? Oui, merci. Et il est très bien de préciser très tôt que ces derniers se trompent éperdument, en ce sens que la philosophie dans le domaine 1 ne se limite pas sur ces 2 points tout simplement. Bien au contraire, comme l'a évoqué tantôt M. Touré, c'est la dernière leçon d'ailleurs. Maintenant, souvent, il est bien à préciser que le domaine 1 est fait sous plusieurs chapitres, mais c'est une chaîne. Maintenant, il se pourrait que le sujet porte sur la réflexion philosophique, c'est-à-dire l'interrogation philosophique, les caractéristiques de l'esprit philosophique. Maintenant, comment aborder un tel sujet? Est-ce qu'aborder un tel sujet nécessite impérativement une interpellation à la leçon portant sur le sens et le non-sens? L'élève peut se retrouver également sur un sujet qui parle de la quête perpétuelle de la vérité. Est-ce que cet élève va se proposer automatiquement de faire appel au non-sens? Vous pouvez avoir également un sujet qui met en exergue les différentes relations qui existent entre la philosophie et la science, la philosophie et la religion, philosophie et mythe, anthropologie, entre autres. Maintenant, pourquoi l'élève veut se proposer de penser que le sujet ne peut pas sortir de ce carcan? Souvent, si un élève peut-être a un sujet devant lui qui parle automatiquement du non-sens de la philosophie, supposons que le sujet nous dit: à quel sens a-t-on pu dire que la philosophie n'est qu'un vain bavardage? Automatiquement, vous devez parler du non-sens de la philosophie. Parce qu'ici, on parle de l'unité de la philosophie. Au niveau de l'antithèse, tout naturellement, vous allez devoir rebondir sur le caractère sensé de la philosophie. Mais détrompez-vous et sachez que vous pouvez avoir plusieurs sujets dans le domaine 1. Mais les sujets qui sortent le plus souvent, nous avons remarqué que c'est des sujets qui restent sur le sens, le non-sens, l'utilité et l'inutilité. Est-ce que ça doit être donc un talisman pour tous les élèves de n'apprendre que l'essentiel c'est l'utilité ou l'inutilité? En tout cas, je ne les conseille pas ça. Comme je le dis souvent, ce qui serait plus sûr chez l'apprenant, c'est de parcourir l'ensemble des domaines et d'être prêt pour affronter n'importe quel sujet qui pourrait sortir de ces domaines. Bien vrai que souvent, comme je le dis souvent à mes élèves, il faut que vous vous prépariez en conséquence par rapport à toutes sortes d'éventualités. Parce que l'élève le plus rassurant est celui qui te dit « je suis prêt à affronter n'importe quel sujet ». N'importe quel sujet. Donc les élèves sont déjà prêts donc, à affronter n'importe quel sujet. Alors voilà, Monsieur Lo, je pense qu'en réalité que l'exposé de M. Diagne a été très brillant. Oui. Alors, nécessairement maintenant, c'est la fin du domaine 1. Mais certainement, vous avez quelques inquiétudes. J'aimerais apporter quelques suggestions ou contributions. Allez-y, vous avez la chance. Parce qu'on dit que souvent on considère que la philosophie est comme une discipline superfétatoire, c'est-à-dire inutile. Du fait que de la comparaison entre la philosophie et la science, les résultats de la philosophie paraissent presque nuls, alors que ceux de la science semblent impressionnants. Cela est dû à quoi? Puisque la science produit des résultats concrets, concordants, qui servira à l'humanité de satisfaire des besoins et la philosophie non. Et on dit souvent que dans un monde en perte de repères, le besoin des philosophes se fait le plus sentir. Mais malheureusement, la modernité nous a rendus aveugles au point que pour tout ce qui ne renvoie pas à la science et à ses résultats, n'a plus d'importance. Et vous pensez qu'en réalité, que dans cette époque moderne où nous sommes, la philosophie peut résoudre quelque chose? Non, je ne pense pas. Ici, parce que nous sommes dans un monde dominé par le couple technosciences. Laissons à M. Diagne peut-être le soin de répondre. Allons-y. Pensez-vous qu'en réalité, que dans cette époque où nous sommes, la philosophie a pu régler quelque chose? Oui, la philosophie ne cesse de régler quelque chose dans la vie de l'homme. Parce que, comme je l'ai très tôt évoqué, la philosophie, ce qui l'intéresse, c'est l'homme et ce qui omnibule autour de ce dernier. Et que véritablement, si aujourd'hui l'humanité est à ce point de vouloir tout simplement reléguer au second plan la philosophie, c'est parce qu'il ignore l'importance de la philosophie. Et aussi pressant que le besoin soit, aussi efficace que la science soit, aussi utile que les découvertes scientifiques soient, la philosophie serait toujours à côté de ces sciences, en vue de les conscientiser, en vue de les accompagner. Parce que
l'importance de la philosophie, encore une fois, disons que le philosophe est regardant. Et il a toujours un mot à dire par rapport à tout ce qui se passe dans la société. À partir de ce moment, comme le considérait d'ailleurs Hegel, qui considère le philosophe comme cet oiseau de Minerve, qui ne prend son envol que lorsque toute une vie a fini de se réaliser. Mais pourquoi? C'est parce qu'il observait, il regardait les choses se faire. Maintenant, qui va prendre l'engagement de dénoncer, de critiquer et de remettre les choses à leur place en vue d'ajouter à une science comme la science ce qu'elle manque? Je peux parler comme Henri Bergson, le supplément. Donc la philosophie est toujours d'actualité, comme vous dites, règle les problèmes modernes, les problèmes. Tant que l'homme existe, la philosophie existera et elle aura son sens. Alors, Abdoulaye, certainement vous avez aussi quelques inquiétudes, des questions que vous voudrez poser par rapport donc, au sens et non-sens en philosophie. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, ok, comme vous l'avez dit, par rapport à l'utilité et l'inutilité de la philosophie, moi, ce qui m'inquiète, c'est une question très simple. Face à la modernité, quel rôle la philosophie doit-elle jouer pour contribuer à la conscientisation des personnes? Ok, voilà, le rôle, on l'a déjà, je pense, déjà évoqué, parce que le rôle serait tout simplement le rôle de conscientiseur, le rôle également d'éveil, d'alerte en même temps. Parce que la philosophie, son rôle a toujours été cela d'ailleurs. Parce qu'elle prend en charge les questions qui concernent l'ensemble des préoccupations humaines et sociétales. Ainsi, la philosophie s'implique dans tous les secteurs d'activité de l'homme, de la politique, de la société, de la culture, de l'économie, entre autres. Elle est une discipline transversale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre de la philosophie concrètement? C'est le fait qu'elle se propose maintenant de faire appel à l'ensemble des participants dans chaque secteur d'activité, de laisser plus de part à l'éthique, à la morale, à l'intégrité, ce qu'on appelle les valeurs axiologiques entre guillemets. Maintenant, ces valeurs sont à dénoter chez chaque individu qui s'active dans n'importe quel domaine et que la philosophie s'intéresse plus à ces genres de valeurs que nous avons perdu de repère. Et aujourd'hui, on note une forme de dénaturation de l'espèce humaine. On note également une perte des valeurs, pour ne pas dire une crise des valeurs. Alors qu'en ce même moment, la philosophie interpelle l'humanité à ce qu'elle puisse accorder plus d'importance et de considération à l'amour de la vérité, à l'honnêteté intellectuelle, à la curiosité et parmi tant d'autres. Donc voilà le rôle d'une manière ramassée que la philosophie peut jouer aujourd'hui par rapport à la modernité. Allez-y. Bon, ne pensez-vous pas que l'indépendance des disciplines scientifiques ne mettrait pas au second plan l'actualité philosophique? D'une part, on peut dire, parce que le divorce qui s'est passé entre la philosophie et la science, M. Touré, vous voyez que les élèves sont en train de nous faire revenir sur le domaine 1 que nous avions déjà traité. Vous voyez, ce divorce, cette rupture, impérativement, va impacter sur la philosophie. Mais de quel impact s'agit-il? Ce n'est pas un impact qui se veut négatif, bien au contraire. Parce que la philosophie, ce qui donne sens à la philosophie, c'est le fait que la philosophie trouve partout matière à questionner. Parce que la science elle-même, c'est pertinemment que la philosophie a toujours ce regard, lequel c'est le fait de la regarder faire et de prendre en charge l'ensemble de ces dérapages, l'ensemble de ces inconvénients qui pourraient être éventuellement un danger pour l'humanité. Et François a rappelé de dire que pour que la philosophie soit, il faut que la science naisse et renaisse. Et les crises de la science sont les seules ultimement rénovatrices de la philosophie. Donc cela n'a pas un impact qui pourrait porter préjudice à l'émergence de l'entreprise philosophique, bien au contraire, c'est une contribution. Donc l'actualité de la philosophie peut se mesurer du fait qu'elle avait occupé tout le champ de la connaissance au point qu'Aristote a pu la définir comme le savoir total de l'homme. Voilà. Ouais, comme la connaissance totale. Voilà. Alors je pourrais comprendre, parce que je ne suis pas philosophe ni apprenti philosophe. Voilà. Je ne suis pas philosophe ni apprenti philosophe, mais je pourrais comprendre qu'en réalité, face à l'inconscience scientifique, forcément la philosophie doit apporter des remèdes. Absolument. Alors ne tergiversons pas trop donc, sur le débat et enchaînons directement avec le domaine 2.
On nous parle dans le domaine 2 donc, de plusieurs leçons que certainement vous avez eu à voir. Nature et culture, travail, langage, communication, individu, société, État, liberté, etc. Alors vous avez vu. Alors tout tourne d'abord donc autour de la nature et culture. Nous sommes dans la vie sociale. L'individu en réalité est d'abord un être naturel. Mais cet être naturel doit nécessairement se transformer en être culturel. Pourquoi? Parce que c'est la société qui pèse dans la vie sociale de l'individu. Mais je ne vais pas continuer trop loin. Je vais laisser la place donc à M. Diagne, qui va certainement s'intéresser à nature et culture et par conséquent même, travail, langage et communication. Ça parlait ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr que Allons-y donc. Merci M. Touré et j'aimerais tout simplement vous laisser continuer parce que cette approche est plus que pertinente. Ça montre que vous maîtrisez bien le domaine. Voilà. Maintenant, quand il est question de parler de la nature et de la culture, comme je me suis toujours habitué de le dire aux élèves, essayons toujours de montrer l'interdépendance, la connexion qui existe entre ces leçons. Parce qu'il serait difficile, voire impossible de parler de la nature et de la culture sans pour autant évoquer le travail, langage et communication. Parce que ici, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que véritablement l'homme est un être tout entier naturel ou bien un être tout entier culturel? Et quand un tel débat se pose, c'est parce qu'il y a une difficulté à laquelle les gens se confrontent pour pouvoir dissocier chez l'homme ce qui relève de sa culture et ce qui relève de sa nature. Et automatiquement, pour être bref, je dirais tout simplement que l'homme est fait à la fois de sa nature et de sa culture. Pourquoi? Parce que l'homme est considéré comme un être imparfait, inachevé, indéterminé, incomplet. Et ces aspects qui lui manquent ne sauraient être mis en lui que lorsqu'il se rabatte vers sa culture. Parce que c'est par le truchement de la culture que l'homme parvient à gagner son humanisation, sa socialisation. Autrement dit, c'est de là où il commence à devenir homme. C'est parce que véritablement, l'homme est dans une situation de délaissement naturel. Donc, à l'état naturel, l'homme pourrait être considéré comme étant un sauvage. Absolument, absolument, un sauvage. En ce sens que la bestialité est naturellement liée à l'espèce humaine. Nous sommes tous des animaux, osons dire les choses. Mais qu'est-ce qui nous différencie des animaux? C'est parce que nous avons la raison qui est en nous, qui nous permet en quelque sorte de pouvoir juger, de pouvoir dissocier, de pouvoir discerner. Mais l'individu, quand il est dans la société, il va apprendre de nouvelles choses. Et quand il apprend de nouvelles choses, il va essayer de les intérioriser. Et quand il les intériorise, il va devoir maintenant se tenir debout et de faire face aux autres. Et quand il fera face aux autres, il est de plein pied dans la vie sociétale. Et que cette vie sociétale semble être une vie qui se veut collective, où tout un chacun d'entre nous doit montrer un respect, une considération à l'égard de son prochain. Et que l'homme de nature se révèle être un être égoïste et en même temps égotiste. Comment ce dernier pourrait prétendre partager le cadre social avec ses semblables? C'est une obligation. Pourquoi une obligation? C'est parce qu'en vérité, pour anticiper un peu, l'homme est considéré comme un jeune politocone. Si je peux parler comme Aristote, l'homme est un animal politique. Et vu que l'homme est un animal politique, il va falloir qu'il procède à une forme d'inter-échange, une forme de commerce qui va se passer entre lui et ses semblables. Mais pour faire une analepse et de montrer aux élèves l'interconnexion qui existe entre la nature et la culture, le travail, langage et communication. L'homme, quand il se propose de vouloir s'humaniser, il faut impérativement qu'il fasse des efforts en vue de surmonter les obstacles naturels. Et quand il prétend les surmonter, il faut qu'il travaille. Et quand il travaille, il est en train de dominer, de dompter la nature. Et de cet acte, il est en train de montrer un signe d'intelligence. Mais l'ensemble de ces actes posés semblerait être tout simplement une forme d'orientation en vue d'aller où? En vue d'aller tout simplement rechercher sa sécurité sociale. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière beaucoup plus simple? C'est parce que l'apprenant doit savoir ceci de clair. Le travail est un moyen d'administration. Par comment? Parce que quand l'homme essaye de comprendre la culture de son groupe, et ici, définissons la culture au sens anthropologique, qui serait tout simplement l'ensemble des réalités matérielles et spirituelles que l'homme parvient à acquérir. Ou bien ajoute à sa nature.
ajoute à sa nature tout naturellement. La nature également qui se révèle être des choses qui sont innées chez l'être humain. C'est des choses qui sont inhérentes. Mais est-ce que véritablement la nature à elle seule suffit? Je dirais non. Maintenant, quand l'homme se rabat vers sa culture en vue d'ajouter quelque chose, c'est parce qu'il aimerait un temps soit peu être un être parfait, entre guillemets. Parce que j'ai l'habitude de le dire, l'homme est un être parfaitement imparfait. Pour se parfaire, il faut impérativement qu'il essaie de trouver une langue. Et cette langue serait l'émanation de la culture. Parce que le langage serait la dimension sociale autant pour moi, la langue serait la dimension sociale du langage. La langue, elle est purement culturelle, tandis que le langage est naturel. Pourquoi trouvons un moyen pour communiquer? C'est parce qu'il faut que l'on se comprenne. Et tout un chacun de nous a besoin de parler, d'échanger, en vue de trouver une cohésion avec toutes sociale, les formes de communication. avec toutes les formes de communication qui existent. Se socialiser donc, être un être culturel, accepter en réalité ou refuser en quelque sorte d'être à l'état naturel pour ne pas être égoïste, travailler pour s'humaniser et ensuite utiliser le langage pour véhiculer la communication. Merci beaucoup. Le débat est ouvert. Nous commençons aujourd'hui par monsieur K. Abdoulaye. Ah, ok. Concernant ce domaine, plus précisément à la nature de l'homme, si par homme on entend un être inscrit dans le changement, la progression, dans ce cas, ne paraît-il pas un animal dénaturé? Répétez s'il vous plaît. Si par homme on entend un être inscrit dans le changement, la progression, dans ce cas, ne paraît-il pas un animal dénaturé? Un animal dénaturé. Effectivement, je dirais d'une part. Pourquoi? Parce que du fait qu'il décide d'ajouter quelque chose à sa nature, cela pourrait naturellement inciter une forme de dénaturation. Parce que l'homme, quand il décide de transformer, de faire des activités, il peut s'aliéner. Il peut arriver même jusqu'à se déshumaniser. Et à partir de ce moment, c'est parce que nous qui pensons d'une manière précise que l'activité transformatrice de la nature pourrait aller jusqu'à dénaturer l'individu, c'est parce que cette forme de dénaturation que vous faites souvent, que vous évoquez souvent, l'homme, quand il ajoute sa culture, la culture a des impacts sur sa nature. Et quand la culture impacte sur sa nature, impérativement, il y aura une grande partie qui s'efface de sa nature. Et d'ailleurs, c'est pourquoi certains décident de montrer cette imbrication qui existe entre la nature et la culture. Mais quand il y a cette imbrication, il faut juste montrer véritablement que l'homme est un être qui est fait à la fois de sa nature et de sa culture. Parce que véritablement, même si la culture tend à dénaturer l'homme, ce n'est pas une dénaturation qui pourrait le porter préjudice. Parce que cette forme de dénaturation, c'est tout simplement, les gens pensent que l'homme est un animal. L'animal garde son état naturel, mais l'animal, il est soumis à être ce qu'il est. L'homme, par contre, est un être de devenir. Il faut qu'il fasse des efforts pour pouvoir être ce qu'il doit être. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait des privilèges. Dieu lui a donné des prérogatives que les animaux n'ont pas. L'animal, il n'est parfait. L'homme, pour qu'il soit parfait, il faut impérativement qu'il procède à une forme de socialisation, encore une fois, pour se départir de sa bestialité. Et permettez-moi de dire avec Kant que l'éducation, qui pourrait être considérée comme la culture, convertit la bestialité en humanité. Voilà, alors. Juste pour réconforter cette conception, une telle conception se trouve également chez Elena Bellotti. Et c'est ce contemporain qui dit que, en réalité, l'éducation que nous donnons aux enfants les conditionne à se conformer au stéréotype de la femme. Une manière de dire que la culture qui présente souvent la nature peut changer la nature de l'individu, le comportement de l'individu. Effectivement. Alors, une mauvaise culture maintenant serait en quelque sorte une entrave aussi et pourrait nous faire retourner à l'état naturel aussi. Par exemple, une mauvaise culture qui influence la criminalité, une mauvaise culture qui en réalité pourrait perturber un tout petit peu l'individu et le changer et le ramener à l'état de bestialité. Là aussi, il faudra y réfléchir. Alors, je rappelle tout simplement que vous suivez toujours votre émission Ma Plume et que nous avons sur ce plateau donc un éminent professeur que nous ne présente plus, qui est Moussé Diagne, et que nous avons essayé de former un tout petit peu une petite école qui regroupe les trois disciplines, les trois du moins ce grand lycée
de Dara, que sont le lycée Dr Daouda Sow, le lycée ex-CM1 de Dara et surtout aussi le lycée Erika plus Jolof. Alors, on va vous donner donc la liberté d'enchaîner directement avec individus et sociétés et toucher à l'état et liberté. Ainsi, après, on va essayer de vous poser de répondre à toutes ces questions. Voilà. Tout d'abord, pour ne pas, comment dirais-je, perdre le fil conducteur, par rapport à la question de Mouchelo, ça pourrait tout simplement nous faire revenir un peu en arrière par rapport à la nature et la culture, par rapport également à l'impossibilité de tracer la ligne de démarcation qui existe entre le naturel et le culturel. C'est parce que, comme on le dit souvent, l'homme est à la fois un être culturel et naturel. Pourquoi? C'est parce que ici on peut se référer automatiquement sur un penseur du nom de François Jacob, qui s'est proposé de dire en termes clairs l'interdépendance entre le déterminant biologique et le déterminant sociologique et idéologique, autant pour moi, est trop souvent sous-estimée si elle n'est pas niée pour des raisons idéologiques. Voilà. Maintenant, s'il y a cette forme d'interconnexion, c'est parce que François Jacob pense que l'individu est sous l'emprise de deux facteurs. Il fait valoir la thèse de la Silverge et celle de la fatalité génétique. Qu'est-ce qu'il dit? La thèse de la Silverge défend l'idée selon laquelle ce qui fait l'homme, l'essence de l'homme, c'est sa culture. L'homme se fait homme par le truchement de l'éducation qu'il reçoit dans la société. La deuxième théorie défend l'idée selon laquelle ce qui fait l'homme, c'est le fait qu'il ait à sa possession un réceptacle qui est capable de pouvoir recevoir et d'intérioriser les éléments de sa culture, à savoir le système nerveux. Maintenant, on n'en est pas avec la connaissance ni avec le savoir. Bien au contraire, c'est des choses que l'on doit acquérir. Vu qu'on doit les acquérir, il faut impérativement qu'il ait une communication, une interdépendance et une imbrication entre le naturel et le culturel. Et d'ailleurs, nous sommes tous des personnes qui vivent dans des sociétés. Et dès le bas âge, nous avons été éduqués, orientés. On nous a inculqué des valeurs. Souvent, il nous arrive de ne pas pouvoir dissocier ce qui relève de notre culture et ce qui relève de notre nature. Et on a tendance à les mélanger. À partir de ces difficultés, l'homme se trouve dans l'impossibilité, pour ne pas dire il serait difficile de dissocier le naturel et le culturel. C'est parce que l'homme est partagé entre le naturel et le culturel. En termes clairs, Claude Lévi-Strauss nous dit que l'homme est naturellement culturel et culturellement naturel par rapport à ta question. N'est-ce pas? Maintenant, pour parler de l'individu et de la société, tout naturellement, on est obligé de montrer toujours le caractère astreignant de l'existence de la société par rapport au souhait de l'individu de se faire exprimer librement, c'est-à-dire de s'affirmer librement. Parce que l'individu a tendance à rejeter la société. Pourquoi? Parce qu'il pense que la société est une contrainte pour l'expression de son moi authentique. Parce que dans la société, il y a les normes, il y a les règles, et l'individu ici réclame une liberté qui se veut naturelle. C'est-à-dire une liberté qui est appelée absence totale de contrainte, qui est considérée comme le plus bas degré de la liberté. En ce sens qu'il serait difficile de vivre dans la société sans rencontrer des obstacles naturels ou sans rencontrer des obstacles sociaux. À partir de ce moment, cette vie en société semble être rejetée par certains. Mais Martin Heidegger le dit ceci: l'être humain est un être au monde et un être au monde avec, c'est-à-dire qui vit avec ses semblables. Et l'être humain de nature est un être qui subit l'influence de ses semblables. Mieux, il est influencé par le groupe. Et il subit en même temps ce qu'il appelle la tyrannie du on, c'est-à-dire la dictature du on. Et le on, si l'élève arrive à déchiffrer le on, il comprendra nettement pourquoi la vie sociale semble être contraignante pour l'individu. Dans le on, il y a la société et ses règles. Dans le on, il y a l'État et ses lois. Dans le on, il y a la religion et ses préceptes. Autant de choses qui semblent être tout simplement une entrave pour l'individu, en ce sens qu'il ne peut plus être libre. Mais également, en termes clairs, l'élève montre que l'individu qui réclame le droit d'exister à lui seul, cela ne peut jamais s'opérer dans le cadre social. Pourquoi? Parce que Rousseau veut dire que l'homme est né libre, mais il est partout dans les fers.
Qu'est-ce qui explique les faits? C'est parce que véritablement, les faits pourraient être compris tout simplement comme les règles sociales, les lois, entre autres. Une métaphore qui signifie entrave ou contrainte. Maintenant, voilà. Maintenant, aussi contraignante que la vie sociale soit, force est de reconnaître que l'individu le plus favorisé par la nature ne peut vivre et s'épanouir que parmi ses semblables, je veux dire dans la société. Pourquoi? La société est une nécessité pour l'individu. Et je me répète encore une fois, Aristote de dire que l'homme est un animal politique. C'est le fait que l'homme soit un animal politique l'oblige à devoir entretenir un commerce entre lui et ses semblables, pour parler comme Karl Marx. À quelle fin? En vue d'assouvir ses besoins vitaux. Mais nous devons également souligner que l'individu qui pense perdre sa liberté dans la vie sociale peut bel et bien la conquérir. En quoi faisant? En se soumettant. En quoi faisant? En s'obtempérant aux règles sociales préétablies. Mais dans ce cas, est-il toujours libre? Il est libre. Pourquoi? Parce que Rousseau de dire ici que la liberté est l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite. Être libre est celui qui est dans le cadre délimité par l'État ou par la société. Mais est-ce que véritablement tout le monde peut se soumettre aux règles ou aux lois préétablies par la société? Voilà, le déviant ou le marginal se dirait en réalité que ce que les préceptes de loi qui ont été établis ne m'arrangent pas, donc je ne me y sens pas, et si je me soumets à ces lois, certainement je serai donc dans la contrainte et je ne serai plus libre. Voilà, et c'est d'ailleurs pourquoi, par rapport à ta question, l'individu peut-il avoir contre la société? De quel individu s'agit-il? C'est-à-dire que dans la société, il y a plusieurs types d'individus également. Il y a le déviant, il y a le marginal, il y a le fou. Mais il faut comprendre également qu'il y a le conformiste et l'anticonformiste. Quand est-ce que l'individu peut avoir raison contre sa société? Parce que l'individu qui vit dans la société, qui se fait déjà homme, parce qu'il faut que l'on éclaircisse cela. L'individu est la personne consciente de son existence et de celle des autres, pour parler comme Emmanuel Kant. Mais ce dernier qui vit dans la société et qui y observe en quelque sorte une forme de dérèglement, une forme d'injustice sociale, il est libre de faire appel à une forme de refus de s'obtempérer aux règles et aux lois. Pourquoi? Parce que ici, toute loi ne reflète pas pour autant la légitimité du peuple, bien au contraire. C'est pour montrer que, encore une fois, et montrer l'interconnexion qui existe. Il y a de ces lois qui semblent être détournées de leurs objectifs, qui ont été confisquées par une minorité et qu'ils obligent aux autres de se soumettre. N'est-ce pas une manière de montrer qu'il existe des formes d'État qui sont en déphasage de ce qu'on appelle l'essentiel de la liberté? Effectivement. Et quelles sont ces formes d'État? Il y a la dictature. Autant pour moi, il y a la monarchie absolue. Il y a le totalitarisme. Il y a également l'absolutisme. Ce sont des formes d'État qui sont là que pour brimer les libertés individuelles, qui sont là que pour montrer leur force, leur suprématie sur la populace, c'est-à-dire le bas peuple. Et dans ces genres d'État, la plupart du temps, l'individu qui y vit, il n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs. Ce qui est attendu de lui, c'est tout simplement sa soumission. Et pour paraphraser Alpha Blondy, tôt ou tard, le peuple se lèvera. Et il y aura forcément changement. Absolument. La liberté ne se donne pas. Absolument. Je pense bien, elle doit se réclamer. Elle se doit se réclamer. Alors la parenthèse est faite, allez-y. D'où la belle formule de Bakounine qui disait que l'État est un vaste cimetière où viennent s'enterrer toutes les libertés individuelles. Voilà. Bravo, c'est bon. Alors, et pour réconforter ce qu'elle vient de dire, Bakounine disait dans ce sens, l'État a deux visages. Le premier, faux et mensonger, par lequel il nous dit, moi l'État, je vous garantis votre liberté et la sécurité de vos biens. Mais il dit aux anarchistes, tirez un peu les rideaux et dites-moi qu'est-ce que vous voyez derrière l'État, la police, la gendarmerie, bref, un ensemble de moyens de coercition dont le but est d'écraser l'individu et de le priver de toute forme de liberté. Et ça rejoint nécessairement donc l'anarchisme, il est interdit d'interdire, il n'y a ni Dieu, ni loi. Donc forcément, c'est une réclamation d'une certaine liberté. Est-ce que cette liberté absolue peut exister? Alors, vous y reviendrez tout à l'heure. Là, vous voulez ajouter quelque chose, Abdoulaye? Moi, j'aimerais poser une question concernant l'individu de la société. Car Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage intitulé du contrat social, fait reposer le fondement de la société sur la base d'un contrat au terme duquel chacun renonce
à ses droits naturels au profit de la volonté générale. En ce sens, comment concilier le droit naturel de chaque individu et l'ordre social établi? Voilà, ici c'est juste pour montrer encore une fois le passage de l'état de nature à l'état civil. Mais précisons très tôt que l'état de nature n'est qu'une fiction méthodologique pour mieux parler de l'état civil. Maintenant, quand Rousseau préconise une nouvelle forme de vie et que les individus rompent avec les habitudes de vie anciennes dans laquelle l'individu faisait valoir une liberté infinie parce que c'était une liberté naturelle. Il n'y avait point de règles ni de lois et la nature était heureuse, florissante, la nature était propice. On n'avait point besoin d'autrui pour pouvoir vivre heureux. De pêche, de chasse et de cueillette, voilà. toute liberté. Et à un moment donné, on constate qu'il y a une période calamiteuse, d'intempéries, des sécheresses, vents, ouragans, entre autres. Ils étaient dans l'obligation d'être à l'écoute de la raison au détriment de l'intérêt personnel. Et Rousseau de leur demander de s'unir. Et quand ils s'unissent, ils vont devoir tout simplement s'organiser et de mettre en exergue une forme de vie sociale. Et cette forme de vie sociale sera régie. Et quand elle sera régie sur des normes, sur des règles auxquelles tout le monde va devoir suivre. Et quand ils suivront ces normes et ces règles, ils vont devoir reconquérir la liberté dont ils réclament. Je fais allusion aux individus qui pensent qu'à l'état civil, ils vont perdre leur liberté. Et Rousseau de leur répondre en termes si simples. Il leur dit, trouvez une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, chacun s'unissant à tous pourtant n'obéit qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Donc maintenant, il propose un état légitime. Merci beaucoup. Et la légitimité revient au peuple. Merci beaucoup. Pour le peuple et par le peuple. La démocratie. Alors, on dit très souvent que la démocratie, c'est pas le pire donc des États, mais c'est en réalité le moins, le moins alarmant. Voilà. Alors, il faut qu'on aille plus vite. Je sais que vous avez tellement de questions à poser, mais il faut qu'on aille plus vite. On enchaîne. Nous sommes maintenant dans le domaine 4, l'art. Moi, je suis un artiste. Je sens en vérité que je peux ressentir l'art, même si je ne peux le représenter. Mais j'ai une équation. Est-ce que l'art se représente ou est-ce que l'art s'imite? Alors, cette représentation naturelle de l'art que je crée, que je suis le créateur et que je ne suis pas en vérité le recréateur, que je sois le premier créateur de celui qui peint quelque chose qui n'a jamais existé, peut-être que je ne pourrais accéder à ça. Mais lorsque je tente maintenant d'imiter quelque chose, ce que j'imite m'appartient et n'appartient pas aux autres. Alors, la question de l'art maintenant pose problème. Qui est artiste? Que signifie l'art? Quelles sont les fonctions de l'art? Quelle est l'utilité de l'art dans la société? Voilà autant de questions qui certainement peut-être M. Jadj va nous éclairer. Allons-y. Ok, merci beaucoup. Je précise que le temps qui nous est imparti semble être un peu court. Et si j'avais le pouvoir de prolonger encore le temps ou de le faire revenir en arrière pour pouvoir m'exprimer librement, ce serait mieux. Voilà, interpellation indirecte, directe. Voilà. Ils ont bien entendu nos techniciens. Voilà. Quand il est question de parler de l'art, toujours il faut comprendre ceci. C'est un sujet qui semble être un peu ambigu. Pourquoi? Parce qu'il y a une complexité qui réside dans l'approche première, à savoir le mot art. L'art, dans son sens le plus restreint, on pourrait le considérer comme toute activité exécutée avec talent, habileté et perspicacité. Je vous renvoie à vos cahiers d'art au collège. Maintenant, il se pourrait que l'art soit une autre activité qui nécessite une intelligence et qui nécessite une certaine rigueur. Mais il faut que cet art soit une art représentative. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'art a bien une finalité. Quelle est cette finalité? C'est la production du beau. Mais c'est quoi le beau? Le beau semblerait être ce qui pourrait plaire à l'œil, ce qui pourrait plaire à l'oreille, ce qui pourrait être émotionnel, sensationnel, ce qui pourrait être d'une manière simple, une chose joviale. Maintenant, reste à savoir si est-ce qu'on peut toujours se proposer de limiter l'art dans sa seule dimension à vouloir reproduire la nature, ce serait la thèse de l'imitation. Qu'est-ce que cela veut dire?
Aristote a très tôt dit que l'art doit être une imitation fidèle de la nature. Maintenant, cette reproduction fidèle de la nature nécessite impérativement un certain nombre de règles. C'est-à-dire, il n'est pas artiste qui il veut. Mais comment cette reproduction doit être? Il y a la notion fidèle. Ça doit être une reproduction textuelle, similaire, capable même parfois de faire perdre de vue aux autres à ce que cette reproduction soit similaire à l'authenticité des réalités naturelles. Entreprise quasiment impossible. Impossible. Mais tout de même, ils vont s'efforcer à reprendre la nature. Maintenant, dans cette partie, vous prenez des penseurs qui se sont proposés de montrer que l'art doit être une imitation fidèle de la nature. Ingresse de dire à ses disciples, peint, dessine, imite. L'art n'est jamais plus beau que lorsqu'on peut le prendre pour la nature elle-même. Et à côté, pour montrer encore une fois que cette reproduction peut aller même jusqu'à tromper, il y a Zeusis qui avait dessiné des raisins si identiques à des raisins naturels que des oiseaux en passant venaient les picorer. Quelle belle représentation! Une représentation artificielle qui arrive à tromper un être naturel, en l'occurrence l'oiseau. Maintenant, est-ce que véritablement l'art doit consister tout simplement à être une imitation? Il y a à côté une création libre, comme tu l'as très tôt évoqué vous-même. Quand est-ce? Parce que à côté, il faut que nous comprenions ceci. C'est quoi? C'est parce que l'artiste créateur pourrait être meilleur que l'artiste imitateur pour certains. Parce que Hegel de dire que véritablement l'artiste imitateur lui ressemblait tout simplement à un ver qui en rampant s'efforce d'imiter un éléphant. C'est pour rejeter la thèse de l'imitation. Et lui, il préconise une œuvre artistique qui découle d'une autonomie spirituelle, c'est-à-dire ça doit être une création libre, ce qu'on appelle la liberté créatrice. Et Hegel de dire que tout ce qui vient de l'esprit est supérieur à ce qui existe dans la nature. Maintenant, la création artistique doit permettre aux autres de comprendre que l'art a une forme de génie qui sommeille en lui, lui permettant le don de dévoiler les voiles constituant des mystères chez certains. Lui, il peut décoder le code que les autres n'arrivent pas à comprendre. Mais également, l'artiste a la possibilité de pouvoir transformer la nature à sa guise. Et les poètes, dans l'époque, on nous dit qu'ils étaient inspirés par les déesses dans la cité grecque. Et si vous suivez la logique d'une création libre, et que l'artiste ayant les capacités et les potentiels de toujours, de montrer aux autres sa particularité qui a été mise en lui par une puissance divine, il a la possibilité de transcender les limites, les obstacles, les entraves. En quoi faisant? En ayant une lecture beaucoup plus rapide et facile. Et Paul Éluard de dire, je vois le monde comme je suis au lieu de le voir comme il est. Pour quelle raison? Une certaine subjectivité. Une certaine subjectivité que certains peuvent ne pas comprendre. Et en vérité, ce regard que l'artiste a dans la vie d'une manière générale est toujours différent des autres. Mais ne pensez-vous pas, excusez-moi, ne pensez-vous pas qu'il existe plusieurs formes d'artistes? Effectivement. Alors, l'artiste qui est inspiré, oui, qui a un don, qui en vérité, ce don peut-être lui provenir peut-être des muses, des déesses ou encore des membres des ancêtres. Et cet artiste qui, en vérité, ne pense pas à cette inspiration, mais qui crée. Parce que il peut créer, il peut peindre, il peut dessiner. Alors, ces deux sortes d'artistes, comment pouvez-vous les juger en philosophie? Est-ce qu'il existe réellement ces deux sortes d'artistes en philosophie? Celui qui, en réalité, prend son inspiration directement de la divinité et celui qui, en réalité, qui refuse totalement la divinité et qui croit à une création tout simplement formelle et qui vient comme ça naturellement. Voilà, automatiquement, ça m'oblige à faire appel à Nietzsche qui dit véritablement qu'il y a toujours une implication qui doit se faire par rapport à ça parce qu'il faut qu'il ait un jugement. Et c'est par ce jugement que l'artiste peut arriver à combiner, à rejeter et à concevoir ce qui doit être conservé. Maintenant, il y a les artistes qui pourraient être considérés comme des gens qui sont inspirés par la divinité. Et ces derniers
ont, entre guillemets, une mission prophétique. Parce que c'est des gens qui sont en communication étroite avec la divinité. C'est ce qu'on appelle le monde des initiés. Quand quelqu'un comme Victor Hugo disait, Dieu me parle à voix basse. Qu'est-ce qu'on sous-entend à travers ces propos? On pourrait considérer ici le poète comme quelqu'un qui pourrait devenir même un présageur, un prédicateur, quelqu'un qui s'implique activement dans le quotidien de l'humanité en vue de leur faire, comment dirais-je, de les protéger d'un éventuel danger qui peut les guetter. Mais l'artiste créateur, toujours, lui, il s'inspire. Mais est-ce que véritablement c'est une inspiration divine? Est-ce qu'il ne s'inspire pas de lui-même, vu que ça vient de son esprit? Et Oscar Wilde de dire que l'art n'imite pas la nature, mais c'est la nature qui imite l'art. C'est trop bizarre pour moi. Voilà. Alors, je laisse le soin maintenant aux jeunes apprentis philosophes de s'essayer maintenant sur l'art. Alors, vous avez des contributions, des questions? Ne fuyez pas. Bon, moi, j'aurais une question, comme toujours. Monsieur Diagne, j'aimerais que vous reveniez sur la question de la sublimation dans l'art, si vous le permettez. Très bien. Alors, là, une contribution. Que pensez-vous de l'art? Est-ce que l'art, en réalité, tel que vous l'apprenez en philosophie, est pareil à ce que vous apprenez aussi en l'art, en littérature? Je dirais qu'il y a une toute petite différence entre l'art en littérature et l'art en philosophie. Parce qu'en littérature, plus précisément, l'art se manifeste à travers les écritures, à travers la création de livres et entre autres. Mais en littérature, on voit un art qui dépasse même le domaine de l'écriture. Et qui se situe dans les autres formes d'art. Dans d'autres formes d'art. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète réellement dans ce domaine cadre, sur l'art que vous n'avez pas malheureusement fait en classe? Oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est lorsque notre cher professeur a dit que l'art peut être aussi une liberté créatrice. En ce sens, si l'art est une liberté créatrice, c'est-à-dire une imagination de l'auteur, en ce sens, l'art ne serait-elle pas une évasion à la réalité? Et je rejoins aussi M. K sur cette même dimension. L'art peut-il être une représentation de l'évasion? Peut-on créer ex nihilo sans penser à quelque chose, sans recopier quelque chose, sans rien reproduire? M. Diagne, autant de questions. Ou bien vous voulez rebondir encore? Oui? Ma question sera la suivante. Comme on parle d'art, création et imitation, ne peut-on pas réconcilier les deux à la fois? Ou bien y a-t-il des choses qui les réconcilient? Une symbiose entre les deux ou une sorte de synthèse. Création et imitation. Peut-on créer en même temps imiter? Et enfin maintenant, ma question sur la poésie. Alors, quels sont ces auteurs ou quels sont ces domaines poétiques qu'on pourrait utiliser pour illustrer l'art en philosophie? Alors ça va intéresser les élèves. Quels sont ces auteurs, quels sont ces domaines? Et je rappelle que le temps imparti, il ne reste plus que 5 minutes. Alors rapidement, je dis, avant que mes techniciens ne me sonnent à l'oreille, résumez le tout. Voilà. Merci beaucoup. C'est-à-dire que par rapport à l'art, c'est un peu vaste, mais également c'est un domaine un peu spécifique, en ce sens que ça regroupe plusieurs choses. Et véritablement, ce qu'on a à dire est beaucoup plus important que ce qui doit se dire ici aujourd'hui. Mais nous devons jouer avec le temps. Maintenant, par rapport à la question de Wade, concernant la question de la sublimation, l'œuvre d'art ou l'artiste, à travers ses œuvres, arrive même parfois à faire adhérer. Mais également, l'artiste a les possibilités de faire voyager l'individu, de faire en sorte qu'il se libère d'une forme de pesanteur, d'une forme d'angoisse, d'une forme de mélancolie. Mais également, l'activité artistique, sachant qu'elle sublime, c'est-à-dire le fait que l'artiste met en exergue, par exemple, certaines formes de danse qui se veulent érotiques, on sous-entend déjà qu'il y a une forme d'envoûtement. Je parle sous le contrôle du professeur. Et quand ça envoûte, c'est parce qu'en vérité, ça plonge l'individu dans une autre dimension. Et quand on parle de sublimation, je peux
évoquer tout simplement une notion idyllique, c'est-à-dire l'émerveillement, ce qui pourrait émerveiller l'individu. Mais également, l'art instaure en vous un sentiment de gaieté, un sentiment de bonheur, un sentiment de contentement. Parce que, voilà, à travers la création artistique, on peut toujours en déceler une chose qui pourrait attirer notre attention et qui pourrait nous plaire, jusqu'à nous plonger dans un autre univers. Alors, par rapport à l'art qui est une liberté créatrice, est-ce qu'il ne sera pas une évasion de la réalité? Parce que souvent, l'art pourrait être considéré pour certains comme une évasion, et véritablement cela pourrait être en corrélation avec ce qui vient d'être dit, mais même si l'art est une évasion de la réalité, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle soit une réalité. Quand est-ce que l'art pourrait être une évasion de la réalité? Parce que l'artiste ou bien le poète qui décide de mettre en exergue une œuvre, c'est en vue souvent de mettre en scène des choses qui n'ont jamais même existé. Parce que on le compare, on le considère autant pour moi comme un démiurge. Et souvent il est, entre guillemets, comparé à un dieu. Sauf que Dieu, il crée à partir de ex nihilo, à partir du néant, à partir du vide. Maintenant, quand l'artiste crée et qu'il se propose de mettre en scène des réalités qui n'ont jamais existé, il s'évade. Mais il peut également mettre à la disposition de ses lecteurs ou de ses contempleurs des œuvres qui leur permettent en quelque sorte de sortir du monde réel et d'être dans un autre monde. Et parfois, ce monde peut être considéré comme un monde ludique. Et pourquoi? C'est parce que véritablement, l'art peut tromper. L'art peut détourner l'individu de la réalité afin de le plonger dans l'irréel. Et la réalité serait de parler tout simplement de la fonction ou des fonctions de l'art, parce que l'artiste, il est engagé dans sa société. La société dans laquelle il vit, il y a des réalités, il y a des injustices, autant de choses qui peuvent être dites. Et parfois, l'art peut arriver même à faire de telle sorte que des choses qui devaient être oubliées ne s'oublient pas. Et André Malraux de dire que l'art est un antidestin. Vous voyez l'utilité de l'art. Maintenant, par rapport à cette forme d'imbrication entre l'art imitation et art création, celui qui imite n'est pas pour autant astreint à se tenir ou à se limiter tout simplement à une imitation. Il peut se proposer, après avoir imité, de créer la touche personnelle. Merci beaucoup. La touche personnelle de l'artiste. Mais l'artiste créateur peut également imiter. Et d'ailleurs, ils sont tous dans la même logique. Voilà, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Ouais. Espérons tout simplement que tout ce que nous avons eu à faire dans ces deux émissions où vous êtes venus nous faire honneur servira à nos chers élèves. Le mot de la fin, en 10 secondes. Alors, êtes-vous satisfait? Qu'est-ce que vous direz à vos camarades? Et certainement, comment vous allez préparer votre examen? Est-ce que vous êtes prêts? Nécessairement, rapidement, Mademoiselle Wade. Oui, on est satisfait. Monsieur Diagne, merci encore une fois. Vous avez fait une belle synthèse et je vous félicite de passage. Mes camarades, je leur sollicite à plus réviser les choses, à faire aussi leur propre synthèse, à s'exercer un peu d'ici demain, parce qu'après demain, c'est le repos. Et merci encore une fois, l'initiative a été belle. Merci d'être revenu aussi, mademoiselle. Et bien des choses à tous les lycées, Dr Daouda Sow. Allez-y. Bon, comme l'a dit Bador, je remercie aussi M. Diagne de nous avoir donné la chance de goûter à cette chose délicieuse que Platon appelle la philosophie. Et le débat est riche et pétri d'arguments, machallah. Et je dis aux élèves de bien mettre la main dans la pâte et de bien s'y exercer. Très bien. Aussi, n'oubliez pas nos salutations à vos chers professeurs de philosophie et à l'ensemble du corps professoral. Plus spécialement à mon ami maintenant, votre proviseur. Voilà. Alors, monsieur Kalezi, qu'est-ce que vous pensez maintenant de tout ça? Je dirais la même chose que mes camarades. C'est une très bonne initiative et je peux dire que même si on n'a pas fait la totalité du programme, mais on a une idée de ce qui nous attend. Vous avez quelques bagages donc à apporter au baccalauréat? Oui. Donc, j'invite mes camarades à s'armer de courage, de rigueur et le meilleur reste à venir. Alors, en exclusivité, nécessairement avec la complicité de nos techniciens, certainement nous aurons l'émission dès demain sur YouTube. Alors, vous pouvez nous suivre dès demain sur YouTube et l'heure vous sera donc donnée tantôt. Hein. Alors, M. Diagne, le mot de la fin, conseil
Oui. Vous souhaitez bonne chance aux élèves. Merci beaucoup encore une fois à l'ensemble des techniciens d'abord de l'IDTV. J'ai remarqué la peine et vraiment les efforts qu'ils fournissent pour nous tenir compagnie, mais également de nous assurer la technique. Très franchement, bravo et chapeau spécial. Et vous aussi, monsieur le présentateur, mon ami, mon frère, monsieur Touré, et qui ne cesse de me réconforter, de m'encourager en me donnant des conseils. Et vous êtes mon doyen. Et tout naturellement, je te le concède. Voilà. Maintenant, quand il est question de parler de conseils, c'est tout simplement de dire à l'ensemble des élèves de se préparer toujours en conséquence et de ne pas se précipiter et d'être à l'aise, de faire des choix. Choisir, c'est éliminer, surtout pour la philosophie. De ne pas être dans une position un peu perplexe, choisir tel, revenir tel, ainsi de suite, c'est à éviter. Et également de se reposer un temps soit peu, de ne point être sous l'emprise d'une telle pression et de se libérer et de savoir que la philosophie n'a rien de diabolique et qu'on ne vous donnera jamais quelque chose que vous n'avez pas appris. Et encore une fois, je vous remercie. Encore une fois, je vous exhorte et je vous souhaite bonne chance et bonne réussite. Merci à vous encore, Monsieur Diagne. Merci à vous, chers élèves, et bon retour dans vos établissements. Et que prions que ce que vous avez appris à travers la télé, autrement, à travers l'enseignement, autrement, que ça puisse vous servir. Alors, n'oubliez pas surtout maintenant, et vous le direz à vos camarades, et à l'ensemble donc des élèves donc des établissements de Dara, de Linguère et de tous ceux qui entourent et qui peuvent nous suivre, n'oubliez pas vos masques, n'oubliez pas les convocations, n'oubliez pas les pièces d'identité. Et nous sommes à 48 heures. Donc nécessairement, le mardi, vous devez être prêt et vous reposer. Parce qu'un examen se prépare à être reposé. Nécessairement. Et bonne chance à tout le monde, que tout soit bien, que tout se passe parfaitement bien. Et bientôt, nous nous retrouvons encore dans une nouvelle émission sur Ma Plume. Merci beaucoup.